Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à Hypermonde, donc à Mérignac, à côté de Bordeaux. Et en octobre, je serai au Festival Grimoire, donc à côté de Tours. Et en novembre, de confirmer de sûr, je serai donc à Mons-Livre en Belgique. Donc, commençons par des romans qui, pour la plupart, m'ont plu. Il y a quand même un truc, quand on le dit, on se dit quand même c'est improbable, mais je vais vous parler quand même du dernier chevalier de la table ronde qui a été trouvé. Jamais j'aurais pu penser dire cette phrase dans ma vie. Et on commence. Alors on commence par le premier qui me tombe sous la main. C'est un policier. J'avais plutôt apprécié le tome 1 du fait que ça se passe pendant la Révolution de Juillet ou juste après. C'est pas une période historique qui est très très mise en avant et que ça se lit très très bien. Le personnage est voilà, plutôt cool et que surtout ça touche un peu à la magie ésotérique, c'est donc Éric Foissier. Hein, donc je pense que ce texte fait partie des textes best-sellers de ces dernières années, surtout en policier, on le voit partout, avec le Bureau des affaires occultes. Donc c'est le fantôme du vicaire, le deuxième tome, il a pris très cher, c'est pas du soda mais de la... En fait médiéval, il a pris un petit peu l'eau, voilà, quand je l'ai mis dans mon sac. Ça a été une lecture distrayante, faut dire ce qu'il y a, hein, j'ai passé un bon moment de lecture. Le problème c'est que j'ai trouvé le plot twist de fin, du moins comment avancer l'histoire et tout ça, le coupable de l'affaire, au bout de 50 pages. Mais sincèrement c'est pas exagéré, c'est-à-dire que je l'ai vraiment trouvé au bout de 50 pages. Le premier tome aussi, j'avais trouvé extrêmement vite. Donc, faut pas prendre ce livre comme un livre où il y a des difficultés à comprendre la trame scénaristique. C'est plus un livre, je pense, qui joue sur l'attachement au personnage et aux thématiques ainsi qu'à l'historique, ou un policier qui, pour moi, en fait, et c'est pas du tout dégradant ce que je vais dire, parce que chaque livre a sa cible. Hein, quand on est éditeur, la première chose qu'on pense quand on publie un livre, c'est de trouver une cible. Et la cible, c'est le grand public. C'est pas le public amateur de policiers complexes et ce genre de choses, ou même le public amateur d'histoire. C'est le grand public, c'est de la lecture qui a été pensée comme du divertissement et qui a été, même je trouve, commercialisée un peu comme on pourrait commercialiser du Musso ou du Grimaldi et tout, ces grands auteurs qui sont hyper importants parce que souvent dénigrés pour leurs textes, mais les gens ont du mal à comprendre que sans des auteurs comme Foissier, on ne publie pas d'autres auteurs parce que c'est eux qui ramènent de l'argent dans les maisons d'édition. Et donc, petite parenthèse fermée, c'est parce que ça m'agace d'entendre les gens qui critiquent Musso et tout. Je suis pas une grande fan de Musso, mais vous vous rendez pas compte ce que cet auteur a permis à d'autres auteurs de faire. Voilà. Et ce qui était intéressant dans ce texte-ci, donc, c'est que je vais pas vous spoiler le premier tome, mais en fait, c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Mais le personnage principal s'appelle Verne et est en grande lutte avec un personnage qui s'appelle le Vicaire, qui est le grand méchant de cet univers et qui a fait des choses à Verne quand il était enfant très compliquées, voilà. Et on a ce personnage, on va dire, démoli d'une certaine manière, qui est policier et qui enquête via le bureau des affaires occultes sur des enquêtes qui sont liées à des choses un peu étranges. Et là, son enquête va porter en parallèle de la chasse du vicaire qui lui envoie des lettres, une femme qui va souligner le fait que son mari est embobiné par un homme qui fait du spiritisme. Et donc, ils vont enquêter en parallèle. Ça m'a surpris à un moment parce que c'est un texte qui n'a pas concession sur ses morts, on tue des personnages même importants et ce genre de choses, mais c'est un texte qui est très surprenant sur son enquête policière. Sur la fin, je vois un petit peu vers où ça va aller ensuite. C'est un texte qui a des grosses ficelles narratives, donc ça peut pas plaire forcément à tout le monde, mais par contre c'est extrêmement distrayant parce que c'est très simple à lire. Le personnage de Verne, en fait, il est tantôt attachant et je pense qu'il est très attachant pour un certain type de lectorat. Moi, il m'agace énormément parce que c'est un personnage extrêmement beau. Il est décrit comme un beau gosse au point que ça rendait un peu ridicule à l'écriture parce que les femmes se retournent sur son passage, mais c'est un magnifique personnage qui a énormément de qualité et en fait a un blocage sur une question qui fait qu'il est forcément attachant. En fait, il a tous les trucs pour ne pas... C'est difficile de ne pas aimer le personnage, outre le fait qu'on le trouve trop parfait. Donc voilà, la relation amoureuse dans le texte est plutôt intéressante. Le seul truc, c'est que la manière dont c'est fait est un peu amené sur des gros sabots. Je ne veux pas vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont lu, vous voyez un peu de quoi je parle. Mais voilà, l'incapacité qu'a le personnage à concrétiser certaines choses
mais le personnage féminin est attachant, est un peu badass, et ça marche bien entre eux. C'est des ficelles narratives. Ça me fait penser en fait aux romances que tu as dans les films d'action, tu vois, il y a un peu ce côté-là. Et voilà, cette double enquête est assez intéressante parce qu'on a l'impression d'avancer dans la narration du personnage de Verne et en même temps d'avoir cette enquête policière à côté qui est assez sympa parce qu'elle mélange le côté du spiritisme et en quoi ça a eu des impacts à son époque. Et donc là, on se situe à Paris, donc on a des personnages historiques qui ont existé, donc tu as Musset et tout, donc c'est assez... Moi, j'aime bien ce genre de texte où on retrouve, vous savez, des personnages existants. Au niveau de la trame, j'étais pas conquise. Mais je lirai le 3e tome parce que je crois qu'il y a une suite avec grand intérêt, donc qui s'appelle Les Nuits de la Peur Bleue, pour voir un petit peu où ça va mener, parce que là, ça démêle certaines choses. Et il faut dire que le personnage du vicaire est un très bon méchant parce que c'est un méchant sans pitié, horrible. Moi, il me file les frissons. Voilà, je trouve qu'il est très bien réussi pour ça. Il y a une vraie tension jusqu'à la fin. Il y a des moments, j'étais surprise, pas pour l'enquête, mais pour certaines décisions scénaristiques où j'étais en mode ok, ça déconne pas. Là, on a aussi beaucoup de choses qui sont en rapport avec le milieu de la police, comment la police était gangrénée à l'époque avec pas mal de choses, et surtout le changement de gouvernement qui est à la suite de ces révolutions, qui bouge énormément, et donc ça a une implication. Donc il y a ce sous-fond historique qui est assez intéressant, mais qui n'est pas trop présent pour être indigeste, tu vois. Donc Foissier, pour moi, c'est de la littérature sans prise de tête. C'est le policier qu'il faut lire aux gens qui ne lisent pas beaucoup de policiers. Et donc c'est sympa, mais c'est vrai que je pense que là, il va falloir que je passe la barre du policier. Pour policier un peu plus abouti. Je vais aller sur la chaîne de Séverine pour aller me renseigner parce que c'est un peu notre reine à tous dans le domaine, mais il faut que je me renseigne un peu plus, mais c'est vrai que j'aimerais des policiers un peu plus profonds, mais il faut dire ce qui est, je l'ai bouffé en une journée, hein, donc voilà, j'ai apprécié ma lecture et je pense que c'est clairement un livre que je pourrais recommander à des proches. Tu vois, moi j'ai pas mal de gens de ma famille qui lisent de la littérature, Bussy et ce genre de choses, et je pense que ça pourrait leur plaire en policier. Ensuite, alors là, on passe sur un autre thème totalement différent. On passe... j'ai fait une tâche et j'ai le seum. J'ai posé, je pense que c'est de la sauce tomate, sur une cuillère sur mon livre, parce que j'ai tendance à lire à côté de là où je mange. Ségurant. Alors, c'est improbable de vous dire qu'on a retrouvé un personnage de la légende arthurienne. C'est, en fait, plus on en parle, plus c'est what the fuck, mais on a retrouvé notre cher Ségurant, qui est un chevalier de la table ronde perdu et dont le chercheur qui s'appelle Emanuele Arioli, donc un Italien médiéviste, archiviste, paléographe et maître de conférences à l'Université des Hauts-de-France, a retrouvé ce texte via la recherche dans plein de bibliothèques européennes de manuscrits. Il faut savoir, alors pour ceux qui connaissent absolument pas la littérature médiévale, c'est que les livres à l'époque donc étaient destinés à un public extrêmement riche, soit aux religieux, soit aux nobles. On faisait très peu de copies, et les copies qui étaient faites de textes importants, ce sont des grands textes. Voilà, c'est les textes qui étaient les bangers de l'époque. Et il y a beaucoup de choses sur la table ronde, et c'est pas le premier chevalier où on a des morceaux manquants, et qu'il n'est pas improbable au fur et à mesure des années qu'on retrouve dans les textes médiévaux des nouvelles choses, parce que on a beaucoup de manuscrits perdus. Il est dit que là il y a des passages qui sont indéchiffrables parce qu'avec le temps le papier s'abîme, voilà, parce qu'il y a eu les guerres, il y a eu pas mal de choses. Il est à penser aussi qu'il y a certains livres qui doivent se trouver dans des collections privées, parce que ça peut arriver aussi. Et donc c'est la recherche extraordinaire autour de ce personnage mythique de Ségurant, qui n'est pas un personnage non plus insignifiant de la table ronde, hein, parce que c'est un personnage qui a des histoires qui prennent place dans d'autres grandes histoires, qui côtoient le personnage de Guenièvre, qui côtoient le personnage de Arthur, qui côtoie le personnage de Lancelot. Et donc c'est un texte qui est donc en langue française, hein, n'est pas en ancien françois ou de la retranscription, donc qui est un peu, vous savez, avec de la reprographie et ce texte juste à côté. Et si je peux vous montrer, normalement à plusieurs reprises, ils mettent des photos. Alors attends, faut que je vous trouve ça parce qu'il l'a mis à plusieurs reprises. On a les photos des manuscrits en question. Voilà, c'est un travail très minutieux. Moi, c'est quelque chose qui me passionnait quand j'étudiais à la fac et que c'est potentiellement quelque chose que j'aurais voulu faire si j'étais pas tombée dans l'édition. Et donc, à travers ce texte, on va retrouver donc toute la vie de Ségurant dans des morceaux, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de fois où c'est des choses qui sont coupées. Comment il a accédé à l'entourage d'Arthur, par quel haut fait,
grand chevalier, voilà. Je trouve qu'il a des petits airs de Lancelot parfois sur certaines choses, des grands tournois organisés, et surtout la quête de Ségurant, parce que vous savez bien que les chevaliers, ils ont une quête, sinon c'est pas un chevalier. La quête de Ségurant qui a une histoire avec Morgane qui va l'enchanter d'une certaine manière pour poursuivre un dragon. Et donc c'est toute cette quête de la poursuite du dragon, on n'a que des extraits. En termes purement de divertissement, c'est pas un texte, je veux dire c'est un texte de chevalerie, voilà, normal, dans le sens qu'en plus c'est un personnage, c'est pas un Lancelot, c'est pas un Gauvin, c'est pas, voilà, c'est pas un Arthur, c'est pas un Mordred et tout ça, mais c'est un personnage qui a quand même de l'importance en chevalier et qui reprend aussi, vous savez, le mythe du dragon, hein, qui est quand même un mythe très populaire hein, dans la chasse. Voilà, vous avez des très très grands tableaux. Moi j'ai Doc Martens avec un tableau très connu de chasseur de dragons. Et donc voilà, on a ce personnage-ci. En fait, ce qui est intéressant, c'est autant le texte, mais aussi la recherche qui est mise en avant. Hein. Voilà, on a un grand prologue, des notes et ce genre de choses qui sont pertinentes. Et j'ai pas encore vu le reportage Arte que vous m'avez conseillé, il faut que je le regarde. Mais Ségurant, c'est vrai que ça a son implication dans la recherche et ça fait plaisir de voir que il y a des évolutions dans la recherche médiévale parce que le médiéval et l'université, pour ceux qui connaissent pas trop, est en train d'être chassé un peu des universités et ce genre de choses. Donc j'ai l'expérience quand même que ce genre de découverte va permettre de peut-être motiver plus les universités à enseigner les littératures médiévales qui sont quand même hyper importantes pour nos cultures, voilà, notamment nos cultures européennes. Recroiser des personnages hyper importants, de faire la connaissance de ce Ségurant et hyper contente aussi qu'on l'ait trouvé, qu'on l'ait mis dans cette belle édition et aussi très intriguée par tout le travail de recherche qui je pense est beaucoup plus développé dans le reportage Arte. En soi ça se lit plutôt bien mais c'est de la littérature médiévale. Comme je répète, la littérature médiévale, ça répond à des tropes, à des constructions qui peuvent paraître un peu lourdes à notre époque, voilà, mais ça répond voilà, d'une époque où ça était écrit voilà, on retrouve, vous savez, l'amour courtois, on retrouve la chasse au dragon, la fidélité, le tournoi, le respect, voilà, ce genre de choses, l'amour filial, et voilà, beaucoup de choses. Et il y a toute une histoire sur Guenièvre aussi. On s'y attendait pas, mais Guenièvre, et j'étais contente de revoir ma petite Morgane qui fait toujours le bordel, hein, voilà, dans ces histoires, mais hyper intéressant, il faut vraiment que je regarde le reportage d'Arte, mais si vous aimez la littérature médiévale, c'est un must-have à avoir maintenant, et si vous êtes plus intéressé par, je pense, le travail autour de ce texte, peut-être regarder le reportage, voir si ça vous intéresse ou pas, mais en soi, pour les gens qui adorent la littérature médiévale, notamment la légende arthurienne, bah maintenant, ça fait un chevalier de plus dans notre Pokédex, hein, donc il faut qu'on se renseigne un peu plus. Voilà. Je vous parle de mon petit Sif, voilà, Le Peste et la Vigne de Patrick Desdoué, donc le deuxième tome de l'Enfant de Poussière, hein, donc le cycle de Sif, voilà, on se mélange dans les cycles et tout. Alors le problème, c'est qu'il n'y a que 4 tomes qui sont sortis, et qu'il n'y a que 3 tomes en poche qui sont sortis. J'ai déjà lu 2 tomes en un an. Et je pense que ça va être dur d'attendre parce qu'en fait j'ai un attachement à cet univers, j'ai un attachement au personnage de Sif, même si j'ai bien conscience des petits défauts qu'a ce livre, mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Faut dire ce qui est. Le début est très bien, la fin est très bien, il y a une passade au milieu qui est assez lente. L'histoire de Sif, c'est notre assassin royal français, du moins le premier tome. Le deuxième tome va aller sur des choses beaucoup moins proche de tout ce qui est roman initiatique. Mais vous suivez donc notre cher Sif, qui à la suite du tome 1 va pas être dans une situation forcément facile. Hein. Donc Sif, c'est un personnage qui a été abandonné, élevé par une vieille femme avec plusieurs enfants, et qui va, par un concours de circonstances, se retrouver à devoir travailler pour une personne, quasiment la police de la cité où il est, et va être retrouvé mêlé à des complots politiques qui vont avoir des grosses conséquences sur sa vie, surtout que Sif, a priori, est pourchassé par un homme étrange, fait des rêves chelous et rencontre des créatures bizarres. Voilà, il est spécial, quoi. Et donc, à la suite du tome 1 où Sif se retrouve vraiment dans une situation horrible, on a un saut dans le temps vis-à-vis de cette période-ci. On va retrouver un Sif qui est plus adulte, qui va faire la rencontre d'un peuple et peut-être devenir mercenaire. Et je ne vous dis pas plus sur le sujet, mais c'est un texte qui répond quand même à pas mal de questions, surtout dans sa dernière partie, sur l'intérêt de qui est cet homme, pourquoi Sif intéresse les gens.
C'est un texte qui aussi prend énormément aux tripes vu, au niveau de la fin, c'est très triste, hein. C'est un univers qui est très beau sur la façon de ce que ça raconte. Mais je dois dire que c'était lent à lire. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup aimé la première partie, aussi, il y a des enjeux et ce genre de choses, il se retrouve prisonnier et tout. Mais toute la partie mercenaire, en fait, ça fait un peu catalogue de vie. Mais en fait, c'est le but du livre, c'est que Sif, en fait, il raconte sa propre vie. Et par exemple, la première partie, la situation dans laquelle il est assez traumatisante pour lui. Donc en fait, il en parle assez peu. Parce que c'est trop traumatisant pour lui. Et donc voilà, c'est assez bien fait là-dessus. Mais c'est vrai que ce tome 2 est lent. Il se passe pas énormément de choses. En fait, c'est vraiment la vie d'un gamin qui va être arraché à son pays, pourchassé par beaucoup de gens et va se retrouver dans des situations pour survivre qui vont le mener à faire des actes répréhensibles. Et ce tome-ci, c'est vraiment Sif qui va devoir agir pour sa survie. Et il y a beaucoup de dilemmes moraux et ce genre de choses. Il y a vraiment 3 grandes parties, hein. Il y a la partie première avec voilà, cette rencontre qui est en plus hyper chouette parce que c'est un peuple hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est fait. En fait, ce qui est assez intéressant avec Patrick Desdoué, c'est que tout est bien construit et réfléchi, l'univers est très très bien fait. C'est un plaisir quand on aime le world building pour ça. Et donc voilà, j'ai été emportée en fait plus par l'univers que par l'intrigue en soi. Et je pense que le tome 3 va être beaucoup plus palpitant dans le sens que là j'ai l'impression que ça met vraiment en place une page de la vie de Sif qui va être déterminante pour lui en termes d'adulte. Ça résout pas mal de choses. Et voilà, il y a toute cette quête avec les mercenaires, les guerres en place, on comprend les enjeux. Alors c'est beaucoup d'informations parce que le monde est grand. Et c'est aussi une ode, autant dans le premier tome est un récit initiatique. Là, c'est un peu un récit sur la tristesse de grandir, sur la fin de l'enfance et la confrontation au fait d'être adulte, confrontation à la réalité, à la brusquerie de la réalité, notamment avec des choses comme les maladies, la violence, voilà, les guerres. Et c'est vrai que Sif est un personnage, voilà, il y a des scènes d'action qui sont bien faites, mais Sif est un personnage qui, un peu comme Belovez, je trouve, chez Jaworski, prend des décisions un peu à la va-vite parfois, et dessine son petit bout de chemin, ce qui fait que le personnage, en fait, il répond pas aux attentes du lecteur, il est là vraiment pour construire un personnage avec une vraie psychologie, et les personnages sont bien construits psychologiquement. Et la dernière partie, qui est très bien faite, qui met mal à l'aise comme il faut, et qui a une fin, à chaque fois, t'es en mode c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, la fin est horrible et intéressante. J'ai tellement hâte de voir vers où ça va aller. Il est dans ma palle, le 3e tome, mais j'ai pas. Faut vraiment que je me retienne pour le lire. Mais en fait, ce que j'aime chez Patrick Desdoué, c'est que la plume est très belle. La plume, elle est riche sans être lourde. Il y a beaucoup de descriptions de paysages. En fait, c'est de la description d'univers. Si vous aimez Tolkien, si vous aimez tous ces auteurs, c'est le genre d'auteur dans lequel vous allez vous reconnaître. Si vous aimez la fantaisie à l'américaine, où c'est l'action, où ça doit être palpitant, bah, tout ce qui est un peu à la mode en ce moment, hein, les romantaisies et tout, où il y a beaucoup d'action, c'est clairement en fait à contre-courant. On est sur de la fantaisie épique qui prend son temps, qui travaille la psychologie des personnages et son univers. Là, c'est vraiment de la grosse mise en place. Peut-être un peu trop, parce que vraiment la partie au milieu, j'étais en mode je t'aime bien, Sif, hein, vraiment, je t'aime bien. Mais là, je commence à piétiner un peu sur l'univers, ça commence à être long. Et en plus, il rencontre beaucoup de personnages, mais il les quitte en fait. Mais en même temps, c'est un livre qui se veut très réaliste sur la vie des personnages, qui veut pas du tout être dans le truc de bah par hasard. C'est vraiment, il a envie, et c'est ce que l'auteur m'expliquait aux Imaginales, et je trouve ça hyper intéressant pour ça, c'est que c'est un livre qui se veut très cohérent, très réaliste, alors que c'est un univers d'imaginaire. Il y a aussi quelque chose qui se développe avec tout ce qui est religion et tout dans ce tome-ci qui est très intéressante. Et j'ai aimé aussi tous les rapports de force qui sont mis en place. C'est vraiment, j'ai l'impression, un tome de transition sur tout ça, et surtout un tome où on est sur un Sif traumatisé vu l'enfance qu'il a eue, c'est normal. Un Sif qui part à la quête d'une femme qu'il a aimée et qu'il ne sait pas si elle est encore en vie. Un Sif qui va retourner dans son pays qui a été ravagé. Et un Sif qui a perdu tout en fait. Vraiment le personnage, voilà, Fitz, je veux pas dire qu'il a une vie facile, mais Sif c'est vraiment
c'est la dure vie, quoi. Et c'est intéressant parce qu'au niveau psychologique, on voit aussi tous les impacts que ça a. C'est un personnage qui a eu un déclassement social, encore même s'il n'était pas très élevé socialement. Mais c'est très intéressant. Et franchement, si vous aimez les univers à plumes, les univers où ça prend son temps et tout, lisez le cycle de Sif. Je suis pas du tout objective dans ma lecture parce que j'ai bien conscience que ce tome risque d'en faire décrocher beaucoup parce que c'est lent et qu'il n'y a pas grand chose qui se passe, que c'est beaucoup de world building. Mais après, je pense que c'est sincèrement fait pour un tome 3 qui va être un peu plus épique, un peu plus dans la découverte. Et surtout, moi, ce qui me touche avec Sif, c'est que c'est un personnage dans lequel on peut s'identifier quand même assez facilement parce que c'est pas un mauvais gars. Il essaye de prendre des décisions comme il peut avec tout ce qui lui arrive et en fait il est très très humain, c'est-à-dire que parfois c'est un peu comme Belovez, il prend des décisions un peu irrationnelles mais l'humain dans certaines situation est irrationnelle, donc ça paraît logique qu'ils prennent ces décisions-ci, mais voilà, et là il y a tout un contexte de maladie aussi et qui est très présente et très bien faite, donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus parce que je pense que le cycle de Sif c'est un cycle qu'il faut découvrir, mais si vous avez envie de soutenir des auteurs français, si vous avez aimé tout ce qui est Robin Hobb, si vous aimez les univers à développement, les univers un peu, ça fait un peu vieille fantasy hein, dans ce sens-ci, mais qui est pas trop vieillissante sur certaines thématiques compliquées. C'est très intéressant. C'est très intéressant et moi je suis très emballée et ça me fait du bien en fait de lire ce genre de fantasy parce que je retourne un peu aux sources. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces textes. Notamment, j'aimerais bien avoir votre avis sur le cycle de Sif. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir lu. Est-ce que vous avez continué? Est-ce que vous avez décroché? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Voilà, c'est important parce que je pense que c'est une série qu'il faut vraiment tester et essayer. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.